ce que nous voyons d'extraordinaire, c'est qu'une telle organisation, aussi peu sérieuse et visiblement manipulée par les activistes anti-israéliens, peut publier une déclaration et cette publication est reprise sans le moindre contrôle journalistique par des médias extrêmement importants. Donc nous avons beaucoup d'éléments dans cette histoire. La première chose, c'est que nous voyons comment réellement se fabrique l'opinion anti-israélienne dans le monde et comment elle se fabrique au niveau des médias qui ont pignon sur rue. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais dans la présentation de cette heure d'actualité, nous avons au moins deux sujets importants à débattre avec vous. Le premier, je voudrais qu'on commence par cela, c'est ce sujet qui se rapporte à cette association internationale de chercheurs du génocide qui avait publié la semaine dernière une soi-disant enquête ou en tout cas une soi-disant décision selon laquelle Israël entrait dans le cadre des pays qui ont commis un génocide. Alors, vous avez très rapidement la semaine dernière aiguisé votre flair journalistique pour retrouver on va dire, les traces de l'origine de cette association. Et je voudrais savoir ce que vous avez découvert. Alors, je reviens sur le film des événements. Tout commence le 1er septembre. Le 1er septembre, des journaux extrêmement importants, des médias extrêmement importants, notamment dans le monde anglo-saxon. Je pense à la BBC en Grande-Bretagne, je pense au Guardian, qui est un grand quotidien britannique. Je pense au Washington Post, qui est un des journaux les plus importants et les plus respectés aux États-Unis. Nous découvrons donc dans ces journaux, le 1er septembre, que l'Association internationale des chercheurs en matière de génocide, en anglais on dit International Association of Genocide Scholars, cette association vient de publier, elle a publié la veille, le dernier jour du mois d'août, le 31 août, elle a publié une déclaration selon laquelle ce qui se passe à Gaza correspond bien à la définition d'un génocide. Donc, en l'occurrence, un génocide perpétré par les Israéliens sur les Palestiniens de Gaza. J'insiste sur le fait que des journaux extrêmement importants ont immédiatement publié cette nouvelle et l'ont souvent publiée en de manière évidence, extrêmement visible, n'est-ce pas? Et bien entendu, la réaction, c'est de se dire, mais c'est épouvantable, c'est quelque chose de dramatique pour Israël, condamnation de ce genre, même si elle peut choquer les Israéliens, les Juifs ou les amis d'Israël dans le monde, il n'en reste pas moins que c'est une déclaration absolument effroyable et un élément de plus à ajouter sur ce que l'on appelle la défaite médiatique d'Israël dans le conflit actuel. Il se trouve que j'ai une certaine connaissance des problèmes liés au génocide en général et à la Shoah en particulier, et que je n'avais jamais entendu parler de cette association. Donc j'étais un petit peu curieux, je fais une recherche rapide. Cette association a un site sur Internet, je consulte ce site. La première chose qui m'apparaît immédiatement, c'est que, premièrement, aucun des noms connus de chercheurs en matière de génocide, et il y a beaucoup d'universitaires, de chercheurs qui ont travaillé sur la question, qui travaillent sur la question. Il y a beaucoup de chaires universitaires consacrées soit à l'histoire des génocides ou à l'histoire de la Shoah, soit au problème plus général de ce que l'on peut appeler un événement génocidaire. Donc, je constate que aucun des noms connus et importants ne figure dans cette association, pas même, et ceci tout de suite retient mon attention, pas même il y a quelques chercheurs fameux qui précisément ont eu tendance ces derniers temps
a soit accusé Israël de génocide, il y en a eu quelques-uns, soit dire que Israël ne commet peut-être pas un génocide à Gaza, mais il y a des circonstances qui pourraient amener Israël à commettre un tel génocide. Or, je ne vois aucun de ces noms. Je regarde plus attentivement la liste des noms, je m'aperçois que, ce qui est quand même assez étonnant pour une association qui se consacre au génocide, je ne trouve aucun nom israélien, aucun nom juif connu, et ce qui me paraît encore plus extravagant, c'est que cette association qui existe depuis un certain nombre d'années et qui réunit une conférence internationale chaque année, a réuni de telles conférences absolument partout dans le monde, sauf précisément en Israël. Disons tout de suite que ça n'a aucun sens, ça n'a absolument aucune espèce disons, ça ne peut pas exister une chose de ce genre. On ne peut pas imaginer une association de chercheurs sur le génocide qui ferait complètement l'impasse sur les chercheurs israéliens ou qui n'aurait jamais réuni un congrès, ne serait-ce qu'une seule fois en 30 ou 40 ans en Israël. À ce moment-là, donc, j'entre en contact avec d'autres spécialistes et des spécialistes beaucoup plus importants et compétents que moi de la question, et ceux-ci me confirment que cette association ne l'aurait pas connue. Ceux-ci vont plus loin dans les investigations. Et en particulier, il y a une organisation qui s'appelle NGO Monitor. Oui, nous connaissons bien. Qui fait le monitoring des ONG et qui a pu établir qu'un certain nombre d'ONG qui se présentent comme des associations plus ou moins respectables et indépendantes, en réalité sont des officines qui soutiennent des politiques bien déterminées. Donc, un chercheur spécialisé dans cette question de NGO Monitor va lui aussi sur le site, s'aperçoit qu'on peut adhérer facilement au site, ça l'intéresse, et il essaie de voir quelles sont les conditions pour adhérer au site. Une association de scholars, une association de chercheurs patentés universitaires. Le minimum qu'on attend d'une telle association, c'est que lorsque vous présentez votre candidature pour une association, on commence par vérifier qui vous êtes. On n'admet pas tout le monde. On vous demande d'abord si vous avez un PhD, un doctorat en quelque chose, ou bien si vous avez écrit des ouvrages sur la question. C'est la première chose qu'on fait. Or, pour adhérer à cette association, il suffit de laisser son email, même pas une adresse complète, de laisser son email et de payer une cotisation annuelle de $30. Donc, ce chercheur de NGO Monitor adhère à l'association. Ça lui permet d'en savoir un peu plus sur les membres de l'association. Et très vite, il découvre qu'un nombre important des membres, je ne dis pas tous les membres, mais un nombre important des membres, quelque chose comme 50% des membres, sont des personnages fictifs, cela relève complètement du hoax, de la plaisanterie. En particulier, par exemple, vous avez parmi les adhérents qui ont payé, qui se présentent comme chercheurs en matière de génocide, vous avez une fiche individuelle. Le nom est Adolf Hitler. Il habite dans les territoires palestiniens et il a versé sa cotisation de $30. Et vous avez, par exemple, un autre personnage. Ça a beaucoup frappé les gens qui sont allés sur le site et qui ont pu vérifier ce que disait le chercheur de NGO Monitor. Il y a un autre personnage qui s'appelle Palpatine, comme le méchant dans la série Star Wars. Donc, nous sommes devant quelque chose de complètement, comment dire, c'est presque de l'ordre de la plaisanterie. Et néanmoins, ce que nous voyons d'extraordinaire, c'est qu'une telle organisation, aussi peu sérieuse et visiblement manipulée par
les activistes anti-israéliens, peut publier une déclaration et cette publication est reprise sans le moindre contrôle, sans le minimum de contrôle journalistique par des médias extrêmement importants. Donc nous avons beaucoup d'éléments dans cette histoire. La première chose, c'est que nous voyons comment réellement se fabrique l'opinion anti-israélienne dans le monde et comment elle se fabrique au niveau des médias qui ont pignon sur rue. Je crois que là, c'est quelque chose de très important et d'une certaine manière de très encourageant pour ceux qui essaient de rétablir la réalité sur le conflit actuel et la réalité sur ce que fait Israël actuellement dans sa guerre d'autodéfense. Nous avons aussi Alors Michel, je vous arrête. Je voudrais maintenant, parce que on a bien compris ce message. Maintenant, on va dire le dégât a été commis. Est-ce qu'il y a moyen de réparer? C'est-à-dire, est-ce que il y a quelqu'un qui peut solliciter un droit de réponse dans des journaux comme le Guardian, le Washington Post, pour dire voilà qui est cette association? C'est en cours. Il y a déjà eu des prises de position. Il y a eu, par exemple, je donne un exemple. Il y a eu un chercheur, une dame, qui fait réellement partie de l'association, qui probablement au début de la création de cette association, en toute bonne foi, y a adhéré, et qui a publié une mise au point dans laquelle elle raconte comment le vote, le soi-disant vote s'est déroulé, qui raconte que en fait les membres n'ont pas réellement été consultés, qu'il y a eu une véritable comment dire, un kidnapping de l'association par des activistes venus d'ailleurs. Elle raconte tout ça. Nous avons déjà des personnalités très importantes, comme par exemple le célèbre juriste américain Alan Dershowitz qui a pris position sur la question. Je suis au courant du fait qu'il y a un certain nombre d'éminents spécialistes universitaires de la Shoah ou du génocide qui actuellement sont en train de préparer des réponses. Et bien entendu, je crois qu'il est vital de donner le plus de publicité à ces réponses et à la démolition de cette entreprise. Michel, ce cas précis en dit long sur, on va dire, le sérieux ou le manque de sérieux de certains médias israéliens. C'est un cas à part, ou alors on peut dire que dans les médias internationaux, dans le déferlement de haine anti-israélienne, bien, il se traduit par, on va dire, une multitude d'informations qui ne sont pas confirmées, qui sont fantaisistes, des fake news, et que la presse et les médias anti-israéliens publient sans aucun problème, sans aucun scrupule. Vous savez, il y a une histoire de journalisme que j'adore, c'est un petit garçon qui demande à son père, « Dis papa, comment ça se fait que tous les jours, il y a exactement la quantité de nouvelles suffisante pour remplir le journal ?» Voilà. Donc c'est très mignon, mais cher Daniel, c'est parfois le problème des journalistes, que ce soit des journalistes de l'écrit ou de l'audiovisuel. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Tous les jours ne présentent pas exactement le même nombre d'informations, ni disons la même qualité ou intérêt, ou le même intérêt dans les informations. Donc, il y a une sorte de panique permanente des rédactions en chef, et malheureusement, quand un certain nombre de préjugés politiques ou culturels s'en mêlent, eh bien, effectivement, les médias ne font pas ce qu'ils devraient, ce qu'ils sont censés faire selon ce qu'on appelle leur déontologie, c'est-à-dire vérifier la source, vérifier si c'est une source crédible et en tirer des conclusions. Alors, on a bien compris, c'est très important ce que vous venez de nous dire, Michel. Je voudrais pas vous laisser partir sans avoir une réaction. Il nous reste 3 minutes, vraiment, sur ce qui s'est passé ces dernières heures, c'est-à-dire une proposition américaine, Donald Trump, qui pèse de tout son poids politique, on va dire, sur les négociations, afin de parvenir à un accord sur la libération des otages. Vous avez certainement entendu parler peut-être de ces nouvelles conditions
de ce nouveau plan qui prévoit la libération de tous les otages dès le début de la mise en application de ce plan, la libération de milliers de terroristes palestiniens, et puis des négociations pour parvenir à un accord mettant fin à la guerre. Il semble que la pression militaire de Tsahal et pousser le Hamas quelque part à accepter le principe d'une négociation à nouveau sur la libération des otages. Vous pensez que c'est ce qui a déclenché, on va dire, cette nouvelle démarche? Je commencerai par noter que la proposition américaine est une proposition, comment dire, politiquement et éthiquement sérieuse, dans la mesure où elle ne demande que la libération de tous les otages. Il est très clair que sans la libération de tous les otages, les accords ne peuvent pas être satisfaisants et ne font que laisser des atouts importants au Hamas et lui permettre de se maintenir en tant qu'organisation militante et terroriste. Donc, de ce point de vue-là, il est très important de noter que l'initiative américaine est une initiative qui, comment dire, comprend bien la situation et qui ne va pas à l'encontre, loin de là, des intérêts stratégiques d'Israël dans cette affaire. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, en particulier et de nous avoir éclairé sur ce dossier des soi-disant chercheurs du génocide. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, bonne continuation, à bientôt et on peut vous souhaiter déjà Shana Tova. Merci. Merci à vous, les mêmes vœux de ma part.